comment ça s'est fait? J'étais allé lui rendre visite. Je crois que j'ai une lettre extraordinaire qu'il m'a faite après cette première visite. Il faudrait que je te la retrouve. Et à l'occasion de cette première visite, où je commençais à m'intéresser au Périgord, à son devenir, à essayer de créer l'idée de parcs naturels régionaux, etc., le micro-développement, bien sûr, j'étais allé voir ton père, qui faisait partie, néanmoins, bien sûr, déjà des personnalités locales. Et donc, il m'a écrit une très belle lettre après ça, sur notre rencontre. Il m'a, à cette occasion, remis un travail formidable qu'il avait fait, qui était une description de l'état de situation des grottes et des gisements de la préhistoire en Périgord. Extrêmement détaillé. La grandeur et misère de ce qui est ici notre patrimoine majeur, de notre carte d'identité. Et qui était un gros travail, vraiment important et très précis, comme savait le faire ton père. Et je me suis plongé dans ce travail. Et c'est à partir de là qu'a commencé notre aventure ensemble. Évidemment, je me suis indigné, comme on ne pouvait pas faire autrement. Et c'est comme ça qu'on nous sommes rapprochés, qu'on a commencé à créer, quelque temps après, l'ESPER, l'Association pour l'Histoire du Périgord. On a été tous les deux à se concerter, à travailler ensemble, à réfléchir ensemble, à faire appel dans un premier temps à Marc Blampin, qui a été le premier président de l'Alliance française, à réunir les élus. Alors moi j'avais commencé déjà à réunir dans des bonnes tables du Périgord des journalistes, des politiques, des scientifiques, pour essayer avec un certain idéalisme et un peu de naïveté, beaucoup de naïveté aussi, voir comment on pouvait éviter de dénaturer ce pays, de tirer parti de ses richesses, en évitant le rouleau compresseur du jacobinisme parisien. Et en tous les cas, ce rapport a été le point fondamental de notre aventure. Et après, on a tenté, bien évidemment, dans le cadre de l'ESPER, de trouver, grâce à la DATAR que j'avais pu contacter, la délégation à l'aménagement du territoire, des premiers crédits. On a créé donc l'ESPER, comme je viens de te le dire. Et on a mis au point tout un service technique auprès des collectivités déjà, et toute une réflexion d'études. Ensuite, on a créé les journées de la Poujade. Alors, ma hiérarchie, j'ai une mémoire, je te l'ai dit, qui est vraiment défaillante sur les chronologies et les dates. Ça, c'est quelque chose de terrible. Parce que j'ai tous les agendas de mon père, donc je remettrai en ordre. Et on a créé les journées de la Poujade. On avait invité donc les ministères de l'Environnement, de l'Agriculture, de la Culture, bien sûr, des scientifiques et quelques politiques pour déjà réfléchir à ce que pouvait être le devenir du Périgord. Parce qu'on a bien compris qu'on ne pouvait pas partir uniquement de la préhistoire. Il fallait penser à une réflexion plus globale, touchant l'ensemble des communes, et l'ESPER, ça a été sa vocation de créer une entité Périgord noir, qui n'existait pas réellement. Donc avec les 12 conseillers généraux, des 12 cantons, les maires, et toutes les forces vives, de ce qu'on appelle les forces vives de ce Périgord noir. Alors on se réunissait à Sarlat, Royal-Vézère, les premiers temps, je te montrerai les premiers articles. Alors, la chronologie, ensuite, sont des images qui me viennent. Hein. Ensuite, ça a été campagne, château de campagne. Donc, avec ton père, on avait essayé, il était prêt à nous le donner. On l'avait fait donner à l'État, sous direction des fouilles. Ça a été une sacrée aventure. On avait commencé, donc, et moi, j'avais pris mes artisans, on avait dégagé des communs. Je ne sais pas si tu te souviens. Si, si. On avait installé des douches avec mes artisans,
une batterie de douche, et puis j'avais récupéré, je ne sais plus où, dans des lycées, etc., une cinquantaine de lits en ferraille, en fait. Et l'été, on accueillait des étudiants en géographie, en aménagement du territoire, etc., pour les faire travailler sur cette région, donner une matière de réflexion, en quelque sorte, d'études sur différents sujets touchant l'environnement ou le patrimoine, permettant d'alimenter ensuite, pour être pris plus au sérieux, les administrations sur la richesse, la diversité, les potentiels touristiques, économiques de cette région. Ça a été une belle aventure d'ailleurs, parfois extrêmement difficile. Je me souviens avec ton père, on y passait quelquefois des heures et des soirées interminables, parce que c'était post-68 assez proche, et ces étudiants venaient avec infiniment à la fois d'enthousiasme, mais aussi d'une réflexion politique très cadrée, en ce sens que leur savoir, leur engagement ne pouvaient pas servir à des causes qui ne correspondent pas à un idéal politique de l'époque, si tu veux, qui ne soient pas récupérés. Et alors, c'était vraiment extraordinaire, la dialectique qu'ils pouvaient engager et les précautions pour ne pas servir l'économie, le capitalisme, enfin, toutes ces notions. C'était terrifiant, les discours qu'ils pouvaient nous tenir à l'époque. C'était des étudiants parfois de première ou deuxième année, dont les apports scientifiques ou techniques étaient quand même limités. Mais néanmoins, ils faisaait valoir ainsi avec l'apport de leur savoir avec infiniment de précaution. C'est une parenthèse, mais je me souviens avec ton père les heures qu'on avait à ce sujet. Et je revois très bien, il y a des articles qui le montrent assez bien d'ailleurs, tu verras. Je ne sais pas si tu les as. On va voir ça après. Non, à mon avis, non. Alors, j'ai aidé ton père à ce moment-là, puisque j'étais un peu l'ambassadeur et un peu celui qui allait à droite à gauche rencontrer, taper les portes avec quelques naïvetés et culot dans les ministères à droite à gauche, créer Et donc j'ai fait valoir ce qu'était le travail de ton père, cette réalité-là, qui nous montrait surtout, et puis ce qu'on pouvait tirer parti de ce Périgord tout en le préservant. Et en tous les cas, c'est une chose que je veux dire d'emblée, ton père, moi j'étais autodidacte, comme tu le sais, et ton père était un travailleur. Et j'ai jamais vu quelqu'un, un bosseur pareil que ton père. Ses notes, ses courriers étaient toujours d'une richesse, d'une précision, d'une rigueur extraordinaire. Et ses rapports, parfois trop, il en faisait trop. Il avait cette générosité dont parlait Christine tout à l'heure. D'une manière générale, il voulait convaincre et en faisait 10 fois trop. Car les administrations n'en lisent que 2 pages, n'en écoutent que 3 minutes. Et c'est vrai que ton père avait cette générosité et en même temps cette rigueur scientifique où il voulait donner tous les éléments d'un problème, en quelque sorte. Mais malheureusement, il passait des heures, mais il le faisait très rapidement. Il avait cette capacité de travail et de rapidité et d'organisation de son travail qui était fantastique. Moi, c'était pas le cas. J'étais beaucoup plus brouillon, beaucoup plus... et ça, il m'a beaucoup appris à cet égard, à faire des synthèses, à organiser le travail. Ça, c'est un élément. Mais donc, j'allais frapper à toutes les portes, à toutes les administrations, à quelque niveau que ce soit. Ça, c'était, et ton père, à cet égard, le savait.
Donc je ramenais des informations, et puis j'ai fini par ramener des crédits. J'étais devenu, ton père le sait, le champion des subventions. Hein. Toute catégorie, j'arrivais à trouver des créneaux de fonds de tiroir ou des lignes expérimentales pour alimenter déjà tout ça. Donc ces journées de la Poujade ont poursuivi, et donc après, j'avais accroché la DATAR, la délégation de l'aménagement du territoire, qui nous apportait des financements, et qui ont fini par nous prendre réellement au sérieux. Alors je ne sais plus à quelle période, parce que moi j'admirais beaucoup, si tu veux, quand on était parti du Périgord ici, j'étais allé regarder ce qui se passait en Corrèze et dans le Lot. Et là, si tu veux, dans ces deux départements voisins, il se passait des choses très dynamiques. Il y avait les hommes politiques. Ah, excuse-moi. Il y avait les hommes politiques, dont Chirac, bien sûr. Attends, je le mets sur silence. Voilà. Chirac d'un côté, Bernard Ponce de l'autre, etc., qui avaient fait de leur département déjà des lieux, avec l'Europe, déjà très, très avancés dans le domaine du développement rural, mais dans d'autres secteurs d'activité culturelle aussi. Et ici, on était un peu à l'écart, on n'avait pas d'homme politique, on était un peu... Bordeaux nous ignorait comme l'a toujours fait. Et donc on se trouvait, j'avais, avant de rencontrer ton père, commencé à monter ce comité d'expansion des COS, à cheval sur les 3 départements, et qui sont 3 régions de programme différentes. Lot-et-Garonne, Dordogne. Non, Lot, Corrèze, Dordogne. Alors, si tu veux, une chose qu'on oublie, on est à équidistance, en fait, entre Limoges, Toulouse et Bordeaux, pratiquement, ici. Mais, alors on avait commencé à travailler, on avait... grâce à ce mouvement qu'on avait créé, amener des élus locaux à Bruxelles, au comité agricole, développement rural, etc., pour les informer, etc. Ça avait été déjà une belle aventure. Alors, avec ton père, on avait, ici et donné avec moi, on avait donc créé l'ESPER et développé toute une dynamique avec des chantiers de jeunes, un peu partout, non seulement l'été à campagne, mais qu'on avait développé des chantiers des chantiers de jeunes de restauration dans des communes à droite à gauche, des études sur telle et telle commune, et on a fini par concevoir un plan de développement du Périgord noir. On avait tenté cette notion de parc naturel régional, donc qui se développait dans d'autres régions. Et on s'est dit, le Périgord noir est tout à fait adapté à cette... Et moi, j'étais très proche j'étais allé les visiter tous et des chargés de mission, etc. Bon, ça a capoté, mais on avait déjà élaboré un projet assez fort. Et ton père, en particulier, en avait rédigé toute une part remarquable, d'ailleurs. Ce qui sortait, il avait cette capacité, ton père, de sortir de son créneau pour s'intéresser et comprendre que la préhistoire, le développement, c'est un tout, ce qui l'a amené à prendre la mairie des Aisies. Parce qu'il a bien compris que son musée perché sur la falaise et faisait partie des Aisies, et qu'inversement, je veux dire, et donc ce qui l'a amené à s'engager là aussi, et à faire ce travail d'apostolat qu'est la mairie d'une commune comme celle-là, petite commune, enfin petite parce qu'on n'a pas les services techniques, mais c'est plus de travail, et souvent. Et donc, je te disais, ton père avait cette capacité d'élargir sa vision, sa curiosité, et donc il a bien... Ce qui a été notre approche, qu'on ne pouvait sortir la préhistoire de son oubli dans lequel elle était, que dans le cadre d'un développement plus global. Et c'est ce qui a fini par arriver, alors j'écourte quelque peu, avec la légation à l'aménagement du territoire, on a pu concevoir un plan d'aménagement Périgord noir qui est passé en SIAT,
en 2000, en 73, je crois. Je ne sais plus les dates. C'est quoi SIAT? Conseil interministériel d'aménagement du territoire. Tu as raison de spécifier. Et alors, dans lequel se trouvait toute une série d'actions de développement rural, touristique, de plans d'eau, sur toute une série de communes du Périgord noir. Mais le fond de l'affaire, c'était le rachat et la protection d'un certain nombre de grottes, le rachat d'un certain nombre de gisements par l'État, des moyens alloués pour les protections et les études, et puis surtout, campagne, où avait été conçu donc le Centre international de recherche sur l'histoire de l'homme. Rien que ça. Et ton père avait fait un travail auquel j'avais participé. On avait fait les plans détaillés de tout le château et les communs. Et avait été conçu ce projet extrêmement ambitieux dont tu peut-être t'en souviens, pour lequel on avait réussi à trouver les postes budgétaires avec la DGRST, Délégation régionale de la recherche scientifique, les crédits d'investissement, lourds quand même. Donc l'idée c'était de réunir dans ce lieu les moyens scientifiques dispersés, les laboratoires afférents. Le roi Gourand donnait sa photothèque dans ce lieu, et surtout on avait réussi à obtenir des crédits de fonctionnement extrêmement importants. 40 millions de francs à l'époque, garantis annuellement. Alors je me souviens bien, il y avait Kodak, Métrobus, les peintures Corona, enfin oui, tu vois, ça, pour le coup je m'en souviens parce qu'on les avait démarchés, qui allouaient un mécénat annuel en complément pour le fonctionnement. Mais donc, c'était aller très loin, si tu veux. Tous les financements, les postes budgétaires, pour faire de ce lieu un accueil pour les thésards, enfin, vraiment. Et tout était, à la fois sur le papier, je veux dire, sur le plan, distribué, et tout le projet était réellement conçu. Où on avait conçu, à la Forge des Aisies, dont je regrette aujourd'hui que c'est toujours en l'état, évidemment ça s'est empiré, je me souviens on l'avait fait classer, inscrit, dans ce lieu extraordinaire, parce que c'est très vaste, en dehors de la forge du bâtiment principal, il y a tout un espace et des communs et un immense espace qui est extraordinaire aux Aisies. Et c'est dans ce lieu qu'on avait conçu ce qui est aujourd'hui le PIP, cette espèce d'aérogare où il n'y a rien dedans, qui a coûté 12 millions, c'était ce projet-là qu'on avait conçu à l'époque. C'est-à-dire un lieu réellement en complément du musée de présentation de l'ensemble des richesses de la Vézère. Et un lieu de distribution. Exactement ce qu'est le PIB. Ah, voilà. Et un lieu de distribution. Mais tu as jamais eu le rapport je crois pas. C'est un document extraordinaire. Extraordinaire. Aussi qu'avait matérialisé ton père. Mais alors également on est allé assez loin dans la distribution des lieux, des financements, etc. Si tu veux, pour campagne, donc les crédits étaient alloués avec tous dans cette enveloppe générale du SIAT dont je te parlais. Et puis ensuite la mise en application. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent. À mesure où les jalousies ont commencé à se montrer. Ces crédits extrêmement importants, dont je ne me souviens plus les sommes allouées, en tous les cas pour campagne, pour l'enveloppe globale, si elle était je ne vais pas faire la reconversion en francs en euros là aujourd'hui. Enfin bref. Moi j'ai entendu parler de 10 millions de francs pour campagne à l'époque, de nouveaux francs. 10 millions de nouveaux francs. Ah, c'est vraisemblable. 1 milliard de francs. C'est vraisemblable, c'est ça. Et alors, c'est montrer de droite et de gauche des jalousies, de droite et gauche au sens propre, au sens, oui, et des scientifiques, etc. Et puis surtout, non, il y a eu, si tu veux, alors quel était le ministre de la Culture à l'époque
Je ne sais plus si c'est le cas. En 73, je crois que c'est Druon qui a donné l'argent. Non, non, non. Non. Non, non, c'était pas Druon à l'époque. Et surtout, au moment... alors, non, c'était un ministre qui aimait les artistes, puisque, si tu veux, il y avait pris fantaisie de se dire « Ah, je suis à la recherche d'un lieu pour créer des ateliers d'artistes décentralisés. » Alors, ces services lui disent ben, il y a le château de campagne, qui est un lieu qui appartient maintenant, qui vous appartient. Ah, parfait, on va faire des ateliers d'artistes. Alors, je me souviens, on était allé le voir, mais il faut leur payer, ils sont loin de Paris, il va falloir... on leur paiera un trajet aller-retour à Paris par mois, etc. Enfin, bref. L'idée a tenu 6 mois, si tu veux. Le temps de faire capoter le projet. Alors, capoter, pas tant que ça, c'est-à-dire que Guéna a dit, il y a les crédits, là. Alors, je me souviens, il y avait un secrétaire général de la préfecture, qui est François Lépine, pour ne pas le nommer, qui était remarquablement intelligent. Il a fait une carrière assez moyante après. Mais il a joué un jeu... Alors, tous les crédits ont été rognés, dispersés, et en particulier campagne. C'est comme ça qu'a été créé à Périgueux, avec une partie seulement, parce que le reste s'est dilué, a servi au rachat du TOT. Alors, oui, j'ai omis de te dire, dans cette aventure, je fais un retour en arrière. On a réussi quand même à intéresser, ça c'était avant, tout à fait au début, j'ai les dates là dans ce que... Alors je sais plus si j'étais avec ton père ou si je l'ai fait avant ça. Non, c'est forcément avec ton père. On a fait une campagne de presse à l'occasion de ce projet du TOT. Le TOT, il s'agissait de faire... Il était question de faire un Priestland d'abord, qui s'est ensuite devenu le TOT, le projet du TOT. Alors c'était un projet privé sur la préhistoire, en parallèle avec donc cette misère dont on t'a parlé. Et alors on a utilisé ce prétexte de Priestland, etc., pour faire une campagne de presse. Et c'est avec Jean-Claude Guibaud, dont je te parlais tout à l'heure, ce merveilleux journaliste, que j'avais rencontré une fois, je ne sais plus, je l'avais fait venir parmi les... Justement, il était à Sud-Ouest à l'époque, au début. Alors je ne sais pas quand j'ai fait ça, non, c'est dans Le Monde qu'il a fait ce... alors, il a fait une page entière dans Le Monde, dans le Nouvel Obs, dans le Canard enchaîné, il avait fait des trucs... je les ai là, je te les montrerai, c'est extraordinaire les articles qu'il avait fait. Car notre idée était, pour faire bouger les administrations, si on n'a pas l'appui de la presse et de quelques scandales et de quelques... on n'y arrivera pas. C'est ce qu'on a compris, si tu veux. Donc on a fait cette campagne de... Alors, on a commencé avec Jean-Claude et puis un ou deux autres amis journalistes qui ont fait ça. Et puis après, avec le professeur Grasset. Alors on a fait plusieurs conférences de presse, aux Zézy, à Sarlat, à Périgueux, je crois, aussi, oui, à Périgueux. Alors ça a été la presse locale, principalement, mais qui ont mis en lumière un peu ce qui se passait, et le scandale de Lascaux aussi, etc. Alors ça a beaucoup facilité les choses. Ensuite, pour la prise de... Alors après, on a fait venir les administrations centrales, qui ont été évidemment beaucoup plus à l'écoute. Alors, nous en étions à campagne sur les chèques de campagne, et ce grand désappointement. Alors après, on a dû se mobiliser plus pour faire, avec ton père, d'abord reconnaître son statut, je me souviens, ça, parce qu'il avait un statut complètement bidon et bâtard, enfin, et donc qu'il ait déjà un statut correspondant à la fonction qu'il occupait, ce qui n'était pas le cas. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Il était conservateur, oui, j'ai oublié maintenant le... Et puis de faire reconnaître le musée comme musée national, ce qui n'était pas le cas non plus.
Ça date que de 72. 72, c'est tombé dans l'escarcelle des musées de France. Voilà, aussi, je pense. Avant, c'était sous direction du bureau Voilà. de fouilles. Ouais. À Gazagne, je me souviens. Absolument, Gazagne. Qui est ensuite parti à l'opéra, je crois. On l'avait vu. Ah non, ça c'est Chabert. Ah, c'est Chabert, oui, je confonds avec Chabert. Oui, oui, je me souviens. Parti comme directeur de l'opéra. Alors, on a croisé avec ton père des tas de figures. On a eu ce plaisir aussi d'une aventure, d'une sacrée partage et aventure. Ben, on se voyait tous les jours. Moi, tu sais que j'avais fini par... J'avais un bureau là, que je partais dans ces merveilleux locaux là-haut. Tu te souviens pas? Au musée? Oui. Ah bon? Non, non, je me souviens. Ah ben si. Ouais. Les premiers temps de l'Esper, en quelque sorte, j'y allais. J'avais un bureau là-haut. Donc ça, c'est avant. Après. Ça, c'est vers 70, 71. Voilà, voilà, voilà. L'autre volet important, ça a été Couz, hein, aussi. C'est-à-dire Les fouilles de Couz. de la gare de Couz. Oui. Oui, oui. Oui, enfin Couz, oui, Rabier, Barba. Oui, enfin, ce secteur-là, C'est ça, tout à fait, Creys. Oui, 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 oui. sur lequel vraiment ton père avait fait son... Ouais. Et son drame, ça a été de ne pas pouvoir publier parce que il a je sais. trop travaillé. Et je sais, c'est ce que lui reprochait Geneviève, Ah ta oui. mère. Ah oui. Ah oui, oui, forcément. Hein. Alors qu'elle non plus, elle n'avait pas publié le jeu. Bon, alors maintenant, si vous savez... Ah ben, ta mère, enfin, pour en dire deux mots, alors je sais pas si c'est Tout à fait. le moment, mais c'est vrai qu'on en parlait avec Christine tout à l'heure, ta mère était une personnalité, ton père aussi, mais ta mère, dans un autre registre très différent, était une personnalité complètement hors du commun et fascinante. Et fascinante. D'abord, elle fascinait ses auditoires. Les jeunes, en particulier, elle avait un sens de la pédagogie, de la vulgarisation. J'ai jamais rencontré quelqu'un avec ce talent. Mais surtout, elle était une femme avec une féminité extraordinaire. Je veux dire, c'était dans ce sens-là, elle s'appropriait, elle avait un sens, une sensualité, un sens de la matière qui rendait vivante tout ce qu'elle présentait et disait, tu vois. Extraordinaire. Une poésie, une sensibilité artistique également fabuleuse, ta mère. Et ça nous a bouleversés, tous ceux qu'elle a croisés. Et puisque je l'avais mise à contribution après avec le CPIE qu'on a donc créé, ça c'était l'autre aventure après, donc auquel évidemment ton père et moi ton père a joué un rôle important, c'était qui s'est mal terminé là aussi, mais enfin bon, c'est une autre chose. C'est pour ça que j'y l'aborde fond avec. Mais ça a été 30 ans quand même de travail en commun avec ton père là, le CPIE. Hein. Alors, dans ces crédits, justement, l'enveloppe globale SIAT dont on parlait tout à l'heure, il y avait ce projet CPIE que j'avais ramené, si tu veux, de mes aventures parisiennes, en quelque sorte, où j'avais pris conscience de la nécessité d'avoir une maison de pays, si tu veux, un lieu qui, oui, en partait surtout de ce qu'était la réalité au musée déjà, de tous les scolaires qui venaient dans le musée, qui n'avaient pas d'accueil, qui n'avaient pas de structure du tout adaptée pour répondre à leurs demandes déjà. C'est comme ça qu'on a eu déjà un peu cette idée. Et puis la préhistoire, c'est par définition la science de l'environnement. Et que moi, j'ai été tant soit peu initié par tes parents à cette discipline. La préhistoire est par définition la science de l'environnement, de l'homme, la capacité de l'homme à s'adapter au milieu, aux contraintes du milieu. Et moi, j'étais devenu très passionné sur ces problèmes d'environnement déjà à l'époque, avec les livres de Rachel Carson, Silent Spring, enfin, qui ont été des points de départ pour beaucoup, pas seulement pour moi. Et donc, cette notion à la fois de pays et de prise en compte
la richesse, les richesses naturelles, la compréhension du milieu, la lecture du paysage, etc. C'était des notions importantes. Et la rencontre que j'avais faite dans les pays d'Europe du Nord, surtout qui était, alors je le disais pour l'architecture rurale, mais au niveau initiation, éducation à l'environnement, ils avaient 50 ans d'avance. En Angleterre, les Field Center, Waldo Center, les Biologic Center, en Hollande, enfin partout, on était vraiment les derniers de la classe, la France, à cet égard. Hein. Ces pays avaient un demi-siècle d'avance. À la différence près qu'ils voyaient l'environnement dans un sens un peu restrictif, c'est-à-dire que ils ne prenaient pas réellement en compte dans la dynamique de la réalité agricole, etc., qui était à prendre en compte. Et c'est la différence qui nous a marqué lorsqu'on a créé ces centres permanents, où j'étais un peu à l'origine, puisque j'ai fait se rencontrer comme ça que j'ai connu Christine, qui était au ministère de la Jeunesse, s'occupait de l'environnement, la jeunesse et sport, mais ça a été donc avec Jean-Baptiste de Villemorin à l'environnement, avec Charles à l'agriculture. J'ai pu créer des éléments avec ces différents ministères. Et c'est comme ça qu'on a fait aboutir cette idée à Sireil, dans le cadre de ce plan d'aménagement, de ce centre que j'avais d'abord initialement envisagé à Fanlac, un château à Fanlac, qui appartenait à une commune de la région parisienne. Et puis, on a conçu Sireil pour une raison suivante, c'est c'était l'époque où le ministère de l'Intérieur suscitait la fusion de communes par des carottes importantes qui étaient d'abonder de 50% tout projet d'investissement. Et c'est comme ça alors Sireil, il y avait des maisons en ruine partout, c'était vraiment un village qui se mourait un peu, hein, il faut le dire. C'est comme ça qu'on a conçu le CPIE à Sireil in fine, avec l'idée avec la fusion, pouvant bénéficier de cet apport fantastique, de cet apport. Mais on l'avait conçu aussi avec d'autres apports. Je me souviens, le plan d'aménagement, à l'époque, avec ton père, on avait conçu la halle, la piscine, l'adduction d'eau à Sireil, la rénovation des bâtiments scolaires et la création de la nouvelle mairie, aux Aisies aussi la halle, donc je t'ai dit, mais il y avait la piscine, là, je ne sais plus quoi encore, qui avait été promue dans le cadre, si tu veux, toujours dans cette idée que je te disais tout à l'heure au niveau de la préhistoire, de globaliser des actions pour entraîner une dynamique locale, si tu veux, pour pas que ça soit ressenti comme... voilà. Et le CPIE n'a rien coûté à la commune des Aisies-Sireil. Pas un retin. Il y a eu quand même, je ne sais plus combien de millions d'investissements à l'époque pour le CPIE, puisqu'il y avait quand même un hébergement de 150 lits, une salle à manger, des locaux fantastiques à l'époque, fantastiques. Et qui ont fait évidemment des jaloux considérables, puisque notre vocation était de toucher l'éducation, la culture, voilà, qui était l'apanage de la Fédération des œuvres laïques et qui gère toutes les activités, comment on les appelle, qui gère toutes les activités éducatives, para-éducatives, ou la folle, enfin non, oui, non, mais oui, enfin bref. Non, c'est la Fédération des œuvres laïques, si tu veux, mais qui gère toutes ces activités, qui avait très mal vécu à l'époque que des gens qui n'étaient pas sous cette coupe monopolistique puissent ainsi bénéficier d'avantages considérables. Et puis on avait squeezé tous les échelons départementaux, administratifs et autres, si tu veux, dans cette opération. On avait squeezé complètement tous les échelons locaux. Et pour avoir ces crédits qui étaient entièrement délégués de Paris. Et ça a été très très mal vécu. Ils nous ont dit d'ailleurs, certains, ça prendra 30 ans, mais on aura votre peau.
C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est la Fédération des laïcs qui aujourd'hui gère le CPI, enfin les murs du CPI. C'est devenu quoi alors? Eh bien, je te dis, un espèce de centre de vacances. Voilà. Alors, ben, ça a duré quand même 30 ans le CPI. Enfin, je sais plus, non, je sais plus, ça s'est arrêté, enfin, moi, on a arrêté il y a 15 ans, mais pendant toutes ces années, c'était un lieu d'activité extraordinaire. 15 000 journées stagiaires par an, on avait jusqu'à 15 personnes à temps plein toute l'année, enfin, personnel de différents statuts. Des colloques, puisque tu sais, on avait annexé un centre de recherche d'archéologie d'histoire, avec des grands colloques et des recherches sur des thèmes pointus, les peintures murales, le troglodytisme, l'architecture rurale, enfin plein de choses. La main, non, il n'y avait pas eu. Ah oui, un colloque sur la main, des colloques annuels sur la main aussi, c'est exact. La main, ben, c'était très passionnant ce sujet, parce que c'était, il y avait un des chirurgien qui avait été leader, enfin un des pionniers de la chirurgie de la main, qui était installé près de là. Et avec Levam, je me souviens, un autre grand personnage, ils avaient créé l'architecture. Et donc on avait fait des colloques pluridisciplinaires, puisqu'on considérait que la main, l'usage de la main est ce qui a permis le développement du cerveau, en définitive, et que la part dans le cerveau touchant la main est ce qui est le plus important. Et donc on peut imaginer que la main ne sert plus aujourd'hui, pratiquement. À part l'ordinateur, encore ça pourra se faire autrement, mais la main ne sert plus. S'il ne va pas y avoir régression du cerveau de ce fait. Mais donc on avait des colloques absolument passionnants. Touchant. Pas un certain docteur Martin qui était... Non, docteur... son nom va me revenir, d'origine alsacienne, qui était installé là. Qui était passionnant, il paraît, quand même. Oui, oui. Mais enfin, il y avait toute une équipe extraordinaire, pluridisciplinaire. Et donc, on avait commencé le premier colloque sur la main dans la préhistoire, justement. Les mains de Gargas, enfin, la main dans la préhistoire. Ensuite, ça a été la main dans le futur, toute la robotique. Ensuite, ça a été la main et l'artiste, ça a été la main, enfin je sais plus, on avait comme ça développé au cours des ans, avec des publications. Bon, ça a été une aventure parmi d'autres, mais le CPIE on avait des cycles de conférences mensuelles, ou bimensuelles d'ailleurs, on a fait venir des personnalités du monde entier, des grands scientifiques, des écrivains, de toute nature. Et on faisait des tas de choses donc sur l'environnement, les plantes, etc. Bon alors, le CPIE, c'est chercher, développer, transmettre. Donc il y avait ces trois volets, à la fois de formation pour les enseignants, des classes patrimoine, on a été un peu les pionniers dans ce domaine, et puis des sujets d'études touchant la région, sur la forêt. On a fait pendant toute une série sur les assises de la forêt, sur des sujets touchant le milieu local, puis sur le patrimoine, n'en parlons pas, non, d'État. Et donc ta mère était intervenante, bien évidemment, parmi d'autres, mais de manière importante sur la préhistoire. Et c'est là la liaison que je faisais avec ce que je disais précédemment, sa capacité d'enthousiasmer les jeunes et les moins jeunes était vraiment magique, littéralement.